J'enregistre depuis la gare Lyon-Part-Dieu, assis sur un pédalier mécanique qui sert à recharger des batteries. Journal du 31-01-2020. J'ai de hautes pierres qui me restent dans les poumons. Lyon a été traversé en toussant. Les lourds bâtiments du Rhône tombaient sur mes mains, sur ma peau, tombaient sur ma mémoire, partout autour. Maintenant, je suis à 1 minute de la gare de Lyon. Une grande fatigue sur les épaules. Dormi 8 heures en 2 jours. Couru beaucoup. Des passants frôlent la vitre de mon café à la manière de cet homme sur l'image de Saul Leiter. Il se presse vers la gare, dans mon dos. Une grande fatigue. Dans les rues de Lyon où je retournerai dans 6 heures, rue où j'ai craché mon cœur et mes poumons, où j'ai perdu et gagné beaucoup, que le Rhône lavait autrefois en nous léchant les doigts, je penserai à ma grande fatigue comme à un objet simple, nu et blanc, d'émail peut-être, aussi lisse que cela, aussi lisse, froid et nu que l'émail, avec de multiples lumières. J'ai l'impression d'avancer dans une gelée de 30 ans. Je regarde mes mains, mes doigts, mes bras, mon ventre, je sens mon pouls, l'humide de mes lèvres, le fil tiré depuis mon dos par un sac trop lourd, tout cela depuis ma trentaine. J'ai survécu 30 ans à un corps méconnu, habitant d'une usine déclenchée malgré moi. Le bruit de son appel traîne contre mes dents. Il est 18h24 et je crois que je suis vieux. Demain, cela ne sera pas ce jour où j'ai vécu, mais ce jour-là plus un autre, et cela continuera comme une lente addition, un empilement de livres. Au Louvre, tout à l'heure, la jeune martyre de Delaroche ne glissait pas dans l'eau, elle ne bougeait pas. En sa mort comme en l'éternité, car la mort n'est pas cette fixité que j'imaginais enfant. Elle n'est pas l'immobile statue, le gisant, le tombeau qu'on retrouve tous les ans pour Toussaint et où fanent les fleurs. Elle est cette autre chose qui bouge. Les morts, sur les tableaux, ne disparaissent jamais. Ils ne s'éteignent pas. Les pigments dégradés sont remplacés patiemment par des ongles fins et nouveaux. Toute la jeunesse du monde couvre de soins ces morts qui ne sont que des bruits. Je veux dire, la clameur des orages de Delacroix dans la grande galerie siffle à peine, immobile comme un socle. Moi, je suis trop fatigué. Pour moi-même, demain, l'eau aura séché. La rivière sera tue. Une troupe de femmes très bien habillées passe sur le trottoir avec un regard fixe. 2 hommes, à ma gauche, parlent de leurs recherches. L'un raconte son article sur l'épiscopat en attendant son train. Il craint d'être en retard. À son âge, 60 ans au moins, je ne craindrais plus rien sinon d'être à l'heure. Maintenant, il parle de délégué apostolique. Il est à la tête d'un membre de l'Église assez éminent, peut-être théologien. Il parle de nomination, de consultation, des petites affaires qui circulent, de la mort de De Gaulle et du mouvement de Colombey. Historien plutôt. En face, une femme blonde qui attendait un message d'un amoureux parle à son ami de ses problèmes de cœur. Elle bouge beaucoup la tête, se penche au-dessus des cacahuètes et le vin blanc qui tremble. Je me demande quand elle partira. Elle parle très fort, elle s'énerve presque jusqu'à crier, mais seulement en discours indirect libre. Quand sera-t-elle morte? J'ai honte de cette idée macabre. Je la vois, chez Delaroche, allongée dans son eau comme dans un lit gelé. La lune brillerait sur ses mèches blondes. Plus loin, sur ma gauche, un homme, presque chauve, a une écharpe presque semblable à la mienne. Lui aussi doit avoir 30 ans. Il a l'air convaincu d'être essentiel ici. Je suis incapable de toucher, comme il le fait, à l'évidence de ma propre présence. En fait, je crois que mon corps, je ne le vis jamais dans sa lourdeur. La femme blonde a fait un geste fou pour demander la même chose, la même. Je répète dans ma tête avec le ton qu'elle n'a pas eu car elle bougeait seulement les lèvres. La même. Peut-être rajouterait-elle à la fin un soupçon de question. Une urgence. L'urgence. L'urgence est une chose vide. Les stoïciens savaient. L'attente est une chose vide. La nudité fait peur quand elle est morte. Pourquoi? L'ensemble des passants dans la rue, des clients, le conducteur du bus, l'homme jusqu'au sac, l'homme au sac à dos, le conducteur de la berline, tous ont des veines et du sang, un cœur, un système nerveux fonctionnel.
Comment vivre dans cette biologie? Je me sens brutalement plongé dans une boîte de pétri. 30 années passées dans un marais en frottant les roseaux contre la surface de ma peau, en crachant de la vase, en léchant les branches du saule où je vis depuis peu. 30 ans à crever, la pellicule de vase qui fait sur le dessus des eaux un désert à tuer. Dans le téléphone, Marine parle avec une voix éteinte et allumée successivement, et tout cela en riant. Je laisse encore traîner mes oreilles qui se salissent par terre, se remplissent de poussière. Les deux hommes à ma gauche qui parlent de petites affaires sont, je pense, des enseignants-chercheurs de l'Université de théologie de Strasbourg. Je me souviens, ce jour de neige où, pour la première fois, je tenais la main d'une fille, dans la rue, dehors, comme un amoureux visible, et où je vis à ma gauche, pour la première fois, l'Université de théologie de Strasbourg. Ce geste, fait pour la première fois, de ramener doucement la main de l'amoureuse vers mon corps, pour nous tourner doucement l'un contre l'autre, pour doucement l'embrasser l'un contre l'autre et sentir doucement la neige l'un contre l'autre, les arbres l'un contre l'autre, doucement. 10 ans sont passés. Je suis dans une ville où je passais alors pour aller la voir. Et encore j'y passe pour aller la voir, mais ce n'est plus pareil. Ce n'est plus ainsi. Je pense que je vais devoir vivre avec ce souvenir contre mon cœur, autour de lui. Je pense aux autres visages que j'aime ou que j'aimais. Les arbres, leurs grilles, la consigne qui s'éclaire dans son néant de rage.